Merci Morgane. Alors clairement, moi je vais enfoncer le clou sur ce que vient de nous présenter Alexandra. Premièrement, la nécessité d'améliorer l'évaluation initiale pour ces tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle de haut risque. Et donc clairement, il faut améliorer la qualité, Alexandra l'a dit, de la résection initiale avec une procédure standardisée, une formation initiale du personnel urologique. La résection en bloc, c'est des pistes qui sont encore à développer. La visualisation de la tumeur avec les nouvelles techniques d'imagerie, la fluorescence qui a le plus d'évidence-based médecine aujourd'hui, le NBI, le SPICE, et également quelques procédures de rattrapage. Tu as parlé de la re-résection, donc le second look. Il y a également l'IPOP, je vais insister un petit peu dessus. Fluorescence, bon, je ne vais pas répéter, mais clairement, nous avons des données avec cette méta-analyse de Burger de 2013 dans European Urology qui nous montre que la fluorescence améliore la détection des tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle et elle diminue le risque de récidive tumorale, mais malheureusement pas le risque de progression, qui est un facteur qui nous intéresse évidemment beaucoup. L'IPOP, nous avons une méta-analyse qui datait de 2004, d'essais prospectifs randomisés de Sylvester. Celle-ci a été réactualisée cette année. Donc nous avons la chance d'avoir maintenant cette méta-analyse avec 11 études présentes. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe, c'est une courbe d'incidence cumulée de récidive tumorale, avec ou sans IPOP. Sans IPOP, c'est en rouge, c'est la courbe rouge. Avec IPOP, c'est la courbe bleue. Clairement, l'IPOP améliore le risque de récidive tumorale après résection transurétrale de vessie. Est-ce que c'est pour toutes les tumeurs? Non, c'est pour les tumeurs primitives et plutôt pour les tumeurs de bas risque. Alors clairement, il n'y a pas de place pour les hauts risques a priori. Il faut passer un petit moment sur l'IPOP. C'est très important pour les collègues. D'une part, ça veut dire instillation post-opératoire précoce. Mais instillation de quoi? D'améticine et non pas de BCG. Donc c'est très important de le ressouligner. Et d'autre part, ça n'est pas fait en France et ça n'est pas fait dans beaucoup d'endroits. Alors, il faut ressouligner que l'IPOP, évidemment, Evangelos et Alexandra ont ressouligné l'intérêt de la résection profonde et de ramener du muscle. Et en d'autres termes, une des contre-indications de l'IPOP, c'est que dès que vous avez un suspect, une suspicion, j'allais dire, de résection trop profonde ou de risque d'extravasation du produit, vous allez y surseoir. Donc, et ça, il faut le dire. Et vous savez qu'aux États-Unis, les collègues, nous, en France, on va réséquer toutes les tumeurs de vessie au bloc opératoire. C'est la pratique qu'on a vue des urologues français. Aux États-Unis, par exemple, une toute petite lésion PTA de bas grade, ils vont aller la fulgurer dans dans la salle d'endoscopie à côté de l'office du praticien. C'est ces lésions-là, Evangelos, qui sont les clientes à l'IPOP. Les toutes petites lésions qu'on aurait pu fulgurer et non peut-être pas même réséquer. C'est effectivement les petites tumeurs, donc les petites tailles et bas risque. Donc clairement, c'est elles qui ont un bénéfice par l'IPOP. Effectivement, en termes de récidive, les courbes suivantes montrent qu'il n'y a pas de bénéfice en termes de survie sans progression ou en termes de survie spécifique. La résection de second look, je ne vais pas m'y attarder non plus, mais clairement, elle a un bénéfice, elle est recommandée, ça diminue le taux de maladie résiduelle. Tu l'as dit, Morgane, 50% de maladies résiduelles après une première résection. Ça diminue le risque de sous-stadification d'une tumeur de vessie infiltrant le muscle en tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle. Évidemment, ça impacte le pronostic. Et ça diminue le risque de récidive. Alors, une fois qu'on a amélioré la résection initiale, il faut essayer d'améliorer la prédiction du devenir oncologique parce qu'il y a certains patients dans ces tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle à haut risque qui vont être candidats à une cystectomie immédiate. Et ceux-là, ce sont les patients qui sont dits à très haut risque. Lesquels sont-ils? Alors, nous avons une étude multicentrique européenne avec 2400 patients T1G3 qui ont tous eu du BCG, certains inductions, certains entretiens, avec un suivi moyen de 5 ans. Et ils ont regardé en fait quels sont les facteurs pronostiques qui impactaient le risque de survenue d'une progression et d'une mortalité spécifique, c'est-à-dire vraiment les événements graves. Alors, déjà, il y avait 50% de récidive à 5 ans, 19% de progression et 9% de mortalité spécifique, ce qui est quand même important. Quels sont les facteurs qui impactaient la progression? Il y a l'âge supérieur à 70 ans, ça c'est un nouveau facteur qui est en train de ressortir dans les études récentes. Les patients plus âgés, clairement, ont un pronostic grévé quand ils ont une tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle. Après, il y a la présence de carcinome in situ concomitant, la taille supérieure à 3 cm. Et donc ces facteurs ensemble, ces 3 facteurs ensemble, font une stratification du risque et vous pouvez le voir avec cette courbe rouge qui est la courbe du haut en incidence cumulée de progression qui vous montre quand vous avez ces 3 facteurs pronostiques péjoratifs, vous avez un risque de progression à 5 ans qui est de 45%, ce qui est vraiment très important. Donc clairement, ces patients de plus de 70 ans, une taille supérieure à 3 cm tumorale et la présence de carcinome in situ concomitant, c'est des candidats à une cystectomie d'emblée. Ça a été confirmé par une méta-analyse publié dans le JCO cette année, de 73 études, 15 215 patients inclus, et qui montrent exactement la même chose, à savoir CIS,
une taille supérieure à 3 cm, l'âge et la sous-stadification, vous savez, T1B, T1C versus T1A, qui sont les facteurs qui étaient associés à un risque de progression à 5 ans et un risque de mortalité spécifique. Donc clairement, encore une fois, ce sont les patients candidats à une cystectomie d'emblée et non pas un traitement conservateur par instillation de BCG. C'est eux, Evangelos, qu'on appelle parfois les très hauts risques? Oui, je crois que clairement, aujourd'hui, dans les hauts risques, nous avons des pronostics qui sont hétérogènes. Et il va falloir différencier les hauts risques des très hauts risques. Et les très hauts risques, effectivement, c'est cela. Donc on garde ça dans un coin de l'esprit. Ce n'est pas encore ce qu'a proposé l'EORTC, parce qu'on est sur la classification de l'EORTC dans les TVNIM, bas risque, risque intermédiaire, haut risque. Mais on garde à l'esprit qu'il y a un sous-groupe qu'on appellera les très hauts risques et pour lesquels on mérite de discuter la cystectomie en RCP. Je pense que même sur ce groupe-là, il y a un aspect anatomopathologique qui peut être abordé, puisque la plupart sont des tumeurs urothéliales. Oui. Mais il existe des formes spécifiques qui sont plus à risque. Effectivement, je n'ai pas détaillé, mais les variants micropapillaires notamment, font qu'effectivement, il y a des pronostics qui sont grévés de tumeurs T1 par rapport aux tumeurs T1 urothéliales pures, effectivement. Alors, définition de l'échec du BCG, une fois qu'on a entrepris un traitement conservateur de ces tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle. Alors, il y a plusieurs définitions de l'échec du BCG. Ces définitions, pour moi, et pour beaucoup de gens en pratique, elles ne sont pas claires. Donc il y a les tumeurs réfractaires, les tumeurs résistantes, les tumeurs récidivantes, les intolérances au BCG. Donc tout cela est un peu compliqué à comprendre. Donc je vais vous proposer d'avancer, parce qu'il y a d'autres groupes qui ont essayé de définir les non-répondeurs, par exemple les tumeurs de haut grade après un traitement d'induction plus un cycle d'entretien, ou ce qu'ils appellent 2 cycles d'induction, ou tumeurs de haut grade moins de 6 mois après la dernière instillation de BCG. Toutes ces définitions sont compliquées. Donc moi je vais vous proposer l'EAU, et l'EAU a proposé un algorithme de traitement adapté à chaque patient en fonction du type de récidive. Mais avant d'envisager la récidive, il faut éliminer une autre raison d'échec du BCG. Et parmi celles-là, il y a la stadification inappropriée, par exemple la présence d'une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure, une tumeur infiltrant le muscle ou métastatique. Et éventuellement, il ne faut pas aussi penser que du CIS moins de 6 mois après le début d'un traitement par BCG, c'est un échec de traitement. On sait qu'il peut y avoir des réponses différées allant jusqu'à 6 mois pour le carcinome in situ. Et ces 3 situations-là sont à différencier de la vraie résistance au BCG, qui est un cas de figure totalement différent. Alors, pour supporter donc, ces 3 problématiques, cette étude qui nous vient de Studer de Berne, 110 patients tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle à haut risque, qui ont eu du BCG, qui sont en échec, suivi moyen 9 ans, et ils ont regardé en fait où se situait la récidive, et dans plus de 50% des cas, la récidive se situait en dehors de la vessie, notamment dans la voie excrétrice supérieure. Alors, je vous parlais d'une prise en charge adaptée au niveau du risque, on y vient. Donc ça, c'est l'algorithme des recommandations de l'EAU. Donc on va commencer par le cas de figure le plus simple, échec du BCG, récidive donc après traitement par BCG. Et en fait, à l'anatomopathologie, nous avons une tumeur de vessie infiltrant le muscle, donc un stade T2, pas clairement, c'est une cystectomie. Deuxième cas de figure, c'est les patients donc, qui ont une tumeur grade 3, donc haut grade, 3 mois après le début de traitement, ou pendant le traitement par BCG, ou alors ceux qui ont du CIS, mais plus de 6 mois après le traitement par BCG. Et clairement, cela, c'est également la seule option possible, c'est la cystectomie précoce. Et pourquoi c'est la seule option possible? Nous avons 2 belles études, une des années 90, une des années 2000, toutes les deux autour de 200 patients, et vous montrent que quand vous avez du haut grade sur la récidive après BCG, votre risque de progression à 5 ans est de l'ordre de 80-82%, ce qui est absolument énorme. Donc clairement, il n'y a pas de place à un traitement conservateur pour ces patients. De plus, si vous ne proposez pas la cystectomie précoce et vous la différez en refaisant du BCG chez ces malades, nous avons des études qui nous montrent que clairement, si on attend plus de 12 mois, c'est la courbe de gauche, donc plus de supérieur ou égal à 13 mois, le pronostic est grévé pour cette cystectomie différée par rapport à la cystectomie précoce. C'est également corrélé au nombre de résections pour le patient, avec plus de 5 résections, étant vraiment la courbe la plus défavorable de survie spécifique. Troisième cas de figure, c'est la récidive sous la forme d'un patient qui a un TA G1 ou G2, donc bas grade. Donc ce patient-là, il va se voir proposer un traitement conservateur. Et ce traitement conservateur, il est supporté par les mêmes études, c'est-à-dire que quand vous avez un bas grade, vous avez moins de 20% de risque de progression à 5 ans.
Et donc clairement, proposer un traitement conservateur est une option qui peut être satisfaisante. Dernier cas de figure, c'est les patients entre les deux. Donc c'est les patients qui ont une tumeur de haut grade, mais plus d'1 an après un traitement par BCG. Alors ceux-là, on est toujours un peu réticent à leur proposer une cystectomie d'emblée, même si c'est une option qui est tout à fait satisfaisante. Et généralement, on peut leur proposer une re-résection. Et en fonction du résultat de la re-résection, soit les orienter vers une cystectomie, donc c'est quand il y a la tumeur persistante au grade sur la re-résection, ou s'il n'y a pas de tumeur résiduelle sur la re-résection ou une tumeur bas grade sur la re-résection, proposer un traitement conservateur qui peut être soit du BCG, soit de la chimiothérapie, soit des nouveaux traitements conservateurs que je vais présenter. En deuxième ligne, nous avons plusieurs options, donc la répétition du BCG avec de l'interféron, la gemcitabine, du paclitaxel et également de la thermochimiothérapie. Juste un point là, Evangelos revient là-dessus. Rapidement, ça c'est les deuxièmes lignes théoriques en France en pratique là. Qui dispose de quoi? Parce que répétition du BCG, ça on peut imaginer. Et encore en période de difficulté d'approvisionnement, ça peut être un souci. L'interféron plus BCG, qui sur le plateau fait ça? Ok. Gemcitabine? Non plus. Éventuellement disponible en France. Hein, les résultats sont quasiment équivalents. Enfin, c'est 20 à 30% de réponses avec ceux qui ne répondent pas, comme l'a dit Evangelos, un pronostic effroyable. Il y a des taux de progression à 80% et puis des taux de mortalité très élevés. Donc, voilà, donc c'est vraiment des cas dans lesquels la chirurgie n'est pas envisageable. On se retrouve avec une diapositive, j'allais dire théorique, mais qui, dans la réalité, on n'a pas tant de choix que ça, finalement. Et Evangelos l'a très bien décliné. Hein, il faut qu'on ait ces situations en tête et ne pas hésiter à aller vers la cystectomie plutôt que de tergiverser avec des patients qui, de toute façon, comme tu l'as défini, sont susceptibles de progresser très rapidement. Ok. Merci. Alors j'ai choisi d'insister donc sur la gemcitabine notamment, parce qu'elle est disponible en France, même si, à ma connaissance, pas grand monde l'utilise. Donc effectivement, c'est des taux de survie sans récidive qui ne sont pas très satisfaisants. Parce que vous pouvez le voir, il y a 28% à 1 an, 20% à 2 ans, sur des études de phase 2 du SWOG. Une nouvelle molécule, c'est le paclitaxel en nanoparticules. Pareil, on arrive à un maximum de 35% de réponse sur des petites séries, des phases 2 de 28 patients. Mais on a l'impression que ces réponses, qui sont de 35%, sont durables dans le temps, puisqu'elles durent au moins 1 an, ce qui n'est pas rien chez ces patients-là. Mais l'avantage de cette dernière molécule, c'est qu'il y a une toxicité qui est de 32%, mais que des grades 1 et grade 2, donc une faible toxicité majeure. Donc clairement, nous n'avons pas grand-chose aujourd'hui. Il y a des nouvelles molécules qui arrivent aussi, donc la thermochimiothérapie en fait partie. Aujourd'hui en France, c'est un train qu'il faut peut-être que l'on prenne. Il y a les anti-PD1 et les anti-PDL1 qui vont aussi arriver sur des études de phase 1 et de phase 2 dans cette situation d'échec au BCG. Donc nous n'avons pas beaucoup d'options aujourd'hui, mais de nouvelles options vont arriver. Mais il faut toujours garder en tête la cystectomie. Donc en conclusion, je voudrais réinsister sur l'évaluation initiale qui est fondamentale pour les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle à haut risque. Pensez à la cystectomie immédiate pour les très hauts risques. Je les ai définis, c'est les patients de plus de 70 ans, une taille tumorale plus de 3 cm et la présence d'un carcinome in situ concomitant. Il faut penser à la stratégie de deuxième ligne après BCG qui doit être adaptée au risque, donc adaptée au type de récidive. Et enfin, penser au traitement conservateur et aux nouvelles molécules qui arrivent. Merci beaucoup Evangelos, là encore très clair. On va profiter qu'on soit tous rassemblés sur le plateau pour t'interpeller. Alexandra, tu as peut-être un point à souligner sur lequel tu veux poser une question Evangelos? Tout à fait, une question-commentaire. Tu nous parles des très hauts risques, de la nécessité de cystectomie immédiate et tu insistes sur les patients âgés. Malheureusement, les patients âgés sont souvent les patients chez qui on ne peut pas en fait, faire une cystectomie radicale. Qu'est-ce que tu proposes pour ces patients? Est-ce que tu leur fais quand même du BCG? Est-ce que dans ce cas, tu adaptes ton suivi? Est-ce que tu les surveilles plus? En pratique, pour nos collègues, comment faire lorsque ces très hauts risques ne peuvent pas être cystectomisés? Déjà, je voudrais rebondir en disant qu'effectivement, ces patients-là sont aujourd'hui peut-être un petit peu sous-traités. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, clairement, on a l'impression que la réponse au BCG peut être inférieure chez ces patients. Et on l'a présenté au dernier forum du CCAFU, au congrès de l'AFU. Et clairement, il faut les évaluer sur le plan oncogériatrique avec des nouveaux marqueurs comme le score de Charlson adapté à l'âge, plutôt que juste se fixer un âge chronologique limite qui n'est pas adapté à leur évaluation. Et effectivement, s'ils ne sont pas candidats à une cystectomie pour des raisons médicales,
effectivement, c'est des patients qu'il faudrait peut-être surveiller de manière plus rapprochée que les 3, 6, 12 mois classiques d'une tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle. On a souligné au forum, et c'est bien qu'Alexandra en parle, que la définition du sujet, j'allais dire âgé ou vieux dans le langage populaire, mais elle est très subjective d'un centre à l'autre. Et donc parfois, il ne faut aussi pas hésiter à passer le dossier à un centre où ils ont l'habitude de faire ça et ils ont dans leur réseau un oncogériatre parce que, tu l'as dit, il y a le score de Charlson, la vitesse de déplacement, ce que les anglo-saxons appellent le gate speed, pour rejoindre la porte du bureau. Évidemment, ça marche que pour les patients qui ont 2 jambes, mais c'est très important de le souligner parce que ce sont des échelles validées extrêmement simples pour évaluer les gens et on ne peut pas se baser juste sur l'anesthésiste a récusé le malade, donc il n'est pas opérable. Et donc aujourd'hui, ces patients âgés, il faut voir que dans la littérature, ce qu'on appelle âgé, parce que la moyenne d'âge en urologie, c'est 65-70 ans, des patients qu'on reçoit. Alors c'est vrai que pour un pédiatre, c'est des patients âgés, mais en fait, les patients âgés, pour nous, c'est des 80-85 ans. Exactement. Voilà. Un point, Stéphane, avec Evangelos ? Donc effectivement, il y a la place pour la cystectomie, pour ces tumeurs qui sont difficiles à contrôler. En pratique, c'est des tumeurs qui sont souvent volumineuses, qu'on va réséquer une fois. Il va y avoir encore de la tumeur sur la résection. Donc il y avait une première question, c'était si tu re-résèques une tumeur à haut risque et qu'il y a toujours la même anapathe, un PT1G3 par exemple, quelle est ta conduite à tenir ? Et puis j'ai une deuxième question pour toi, qui est que quand on décide de faire une cystectomie, sur le plan technique, quelle attitude avoir vis-à-vis du curage ganglionnaire ? Puisqu'on est quand même un peu avant la cystectomie pour une tumeur infiltrante. Est-ce que tu fais pareil en termes de curage ou on peut faire autre chose ? Alors, pour la première question, donc clairement, l'anapathe de la re-résection, moi, influence ma prise en charge. C'est-à-dire qu'un patient qui a un T1G3 sur la re-résection, on sait qu'il a à peu près 70% de chances de progression à 5 ans. Et donc, effectivement, c'est un patient à qui je vais proposer une cystectomie d'emblée. Est-ce qu'il va accepter cette cystectomie d'emblée ? Ça, c'est autre chose. Mais clairement, c'est une alternative que je vais proposer en première intention. La deuxième question, c'est si on fait un curage ganglionnaire sur une cystectomie pour une tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle, oui, on fait un curage, et il faut faire un curage au moins standard, voire étendu dans certaines maisons. D'accord. Bien, merci pour ces points. Et donc, je crois que c'est important, si on traite un sujet âgé, qu'on a décidé d'être en intention curatrice, de ne pas suboptimiser le traitement. Et on lui offre la même qualité de traitement que chez un sujet standard.